Inquiet de ces nouvelles rumeurs, Joseph Curwen prit grand soin de discourir nonchalamment des vertus médicinales des baumes contenus dans les momies, pensant que cela rendrait l'affaire moins surnaturelle, tout en ne reconnaissant pas y être mêlé. Weedon et Smith, bien entendu, ne furent pas dupes et échafaudèrent les théories les plus insensées sur Joseph Curwen et ses travaux monstrueux. Au printemps suivant, il y eut de nouveau de fortes pluies, et les guetteurs surveillèrent de près les abords de la rivière, derrière la ferme de Pawtuxet. De grandes parcelles de terre furent emportées par les eaux qui mirent à jour de nouveaux ossements, mais aucune caverne n'apparut. Dans le village de Pawtuxet, 1 mile en aval, là où la rivière coule en cascade sur une terrasse rocheuse, un nouvel incident se produisit. À l'endroit où quelques vieilles baraques s'accrochent désespérément à flanc de colline et où les barques des pêcheurs se bercent sur les docks endormis, on aperçut des objets flottants le long de la rivière qui se découvraient, l'espace d'un instant, au moment de basculer dans la cascade. On sait bien que la région de Pawtuxet abonde de vieux cimetières et les pluies avaient été particulièrement violentes cette année. Mais des pêcheurs qui se trouvaient près du pont furent terrifiés par le regard d'un de ces objets à l'instant de sa chute, et par le petit cri d'un autre qui pourtant avait depuis longtemps dépassé l'état habituel des choses qui crient. Smith se hâta sur les lieux sans Weedon qui était en mer à ce moment, mais il ne vit aucune trace car une petite avalanche avait laissé sur place un mur de terre et d'arbustes. Il tenta bien de creuser un peu, mais fut rapidement découragé par l'insuccès de son entreprise. On peut se demander comment aurait réagi le persévérant et vindicatif Weedon s'il avait été à terre à cette époque. À l'automne 1770, jugeant qu'il avait amassé suffisamment de preuves, Weedon décida qu'il était grand temps de parler de ses découvertes, d'autant qu'il avait maintenant un deuxième témoin, ce qui écarterait toute suspicion de jalousie et de désir de vengeance. Il commença par se confier au capitaine de l'Enterprise, James Mathewson, parce que d'une part il le connaissait bien et ne craignait pas qu'il mette sa parole en doute, et que d'autre part il était suffisamment influent en ville pour être à son tour écouté avec respect. Ils se rencontrèrent dans une des salles privées de la taverne Sabine qui se trouve sur les docks, en présence de Smith qui pouvait corroborer les déclarations de Weedon. Le capitaine Mathewson fut très impressionné par le récit des deux jeunes gens. Comme presque tout le monde à Providence, il nourrissait les plus noirs soupçons à l'encontre de Joseph Curwen. Il leur demanda à peine quelques précisions, mais à la fin de l'entretien, leur fit promettre avec solennité de garder un secret absolu. Il transmettrait, disait-il, le récit à une dizaine de citoyens éminents de Providence, parmi les plus érudits, dont il accepterait le verdict par avance et suivrait n'importe quel conseil qu'il voudrait bien lui donner. En tous les cas, le secret était essentiel, car ce n'était une affaire ni pour la police, ni pour la milice de la ville, et surtout, il fallait garder le public dans l'ignorance afin d'éviter la terrible panique de Salem qui avait fait fuir Curwen un siècle plus tôt. Les personnes de confiance à contacter étaient d'après lui le docteur Benjamin West, dont l'article sur le transit de Vénus prouvait qu'il était un scientifique de premier rang, le révérend James Manning, recteur de l'université qui venait juste d'arriver de Warren et qui logeait provisoirement dans la nouvelle école de King Street, l'ex-gouverneur Stephen Hopkins, homme aux idées modernes qui avait été membre de la Société de philosophie de Newport, John Carter, éditeur de la Gazette, les 4 frères Brown, John, Joseph, Nicolas et Moses, très appréciés à Providence, Joseph étant en outre un scientifique amateur. Le vieux docteur Jabez Bowen, homme d'érudition considérable, qui avait eu affaire à Curwen, et le capitaine Abraham Whipple, téméraire corsaire, sur lequel on pouvait compter pour mener une éventuelle expédition punitive. En cas de réponse favorable, on se réunirait pour une discussion collective où l'on déciderait notamment si le gouverneur de la colonie, Joseph Wanton, devait ou non être tenu informé avant d'entreprendre quoi que ce soit. La mission du capitaine Mathewson réussit au-delà de toute espérance, car si 2 des personnes contactées se montrèrent quelque peu sceptiques quant aux implications surnaturelles du récit de Weedon, toutes s'accordèrent sur la nécessité du secret et d'une action concertée.
Il était évident que Curwen constituait une menace pour la ville et la colonie et qu'il devait à tout prix être mis hors d'état de nuire. En décembre 1770, le groupe de notables fut convié à une réunion organisée chez Stephen Hopkins afin de débattre des mesures à adopter. Les notes de Weedon furent lues en détail et on invita l'auteur ainsi que Smith à en préciser certains points. Un sentiment de crainte flottait sur l'assemblée, mêlé cependant à une sourde détermination que le capitaine Whipple résuma parfaitement par une série de jurons et d'insanités. Une action en dehors de la stricte légalité leur paraissait indispensable, et il fut décidé de ne pas mettre le gouverneur au courant. Avec les pouvoirs occultes dont il disposait apparemment, Curwen ne serait pas homme à céder à un simple avis d'expulsion. Il en résulterait peut-être des représailles, et même si ce sinistre personnage s'exécutait, on ne ferait que déplacer le problème vers une autre communauté. C'était une époque anarchique, et des hommes qui avaient nargué les percepteurs du roi n'allaient pas reculer face à une situation autrement grave. Il fallait surprendre Curwen dans sa ferme de Pawtuxet avec une troupe de corsaires décidés et lui donner une dernière chance de s'expliquer, si ce n'était qu'un fou s'amusant à contrefaire des voix dans des conversations imaginaires parsemées de gémissements et de hurlements, on le ferait interner. Mais si c'était quelque chose de plus grave, si les horreurs souterraines étaient avérées, alors lui et tous ses serviteurs devraient mourir. Cela pourrait se faire en douceur, et ni la veuve ni son père ne sauraient jamais rien de ce qui s'est passé. Alors que ces discussions allaient bon train, un incident se produisit en ville, si terrible et si inexplicable que pendant quelque temps on ne parla que de cela à plusieurs miles à la ronde. Par une nuit de janvier, une de ces belles nuits où le sol enneigé est éclairé par la lune, une série de hurlements terribles résonnèrent sur la rivière et la colline. Les habitants de Weybosset Point, tirés de leur sommeil en sursaut, allèrent à leurs fenêtres et virent une forme blanche qui courait sur le terrain situé en face de la tête de Turc. Au loin, les chiens aboyaient, mais ils cessèrent aussitôt qu'ils entendirent la clameur de la ville éveillée. Plusieurs groupes d'habitants munis de lanternes et armés de mousquets se dépêchèrent d'aller sur les lieux, mais ils ne remarquèrent rien. Le lendemain, le cadavre d'un homme gigantesque et musculeux, complètement nu, fut découvert sur la glace près des piliers sud du Grand Pont, non loin du dock qui longe la distillerie Abbott. Son identité demeurait inconnue et fit l'objet de toutes les spéculations et de toutes les rumeurs. Ce sont surtout les anciens qui en parlaient à voix basse, car ce visage rigide aux yeux révulsés leur rappelait un souvenir. Ses traits hideux ressemblaient, c'était évidemment impossible, à ceux d'un homme qui était mort il y a plus de 50 ans. Ezra Weedon, qui avait assisté à cette découverte, se rappelant les aboiements de la nuit précédente, longea Weybosset Street et traversa le pont Muddy Dock où les cris avaient commencé. En arrivant à la limite du district, là où les rues convergent dans Pawtuxet Road, il trouva des traces étranges dans la neige. Le géant nu avait été poursuivi par des hommes et leurs chiens, et on distinguait clairement les empreintes qu'ils avaient laissées. Ils avaient abandonné leur poursuite aux abords de la ville. Weedon sourit et suivit les empreintes jusqu'à leur point de départ et d'arrivée. C'était, comme il s'en doutait, la ferme de Joseph Curwen, mais une exploration de jour ne l'intéressait pas. Le docteur Bowen pratiqua une autopsie sur le cadavre qui révéla des anomalies inquiétantes. L'appareil digestif de l'homme semblait être inutilisé, et sa peau avait une étrange texture un peu grossière. Mettant à profit les bruits qui circulaient parmi les anciens sur sa ressemblance avec le forgeron Daniel Green, dont le petit-fils Aaron Hopin était second chez l'armateur Curwen, Weedon, après une brève enquête, finit par découvrir où il était enterré. Cette nuit-là, une dizaine d'hommes se rendirent au cimetière nord le long de Herndon Street et ouvrirent son cercueil. Il était vide, comme il s'y attendait. Entre-temps, on s'était arrangé avec les cavaliers de la poste pour intercepter le courrier de Joseph Curwen. Peu avant l'incident du géant nu, une lettre d'un certain Jedediah Horn de Salem arriva. Des extraits en ont été transcrits et conservés dans les archives privées de la famille Smith. Ils sont rédigés ainsi. « Je suis fort aise que vous continuiez de vous procurer les choses passées à votre manière,
et ne pense point que l'on fit mieux chez M. Hutchinson à Salem Village. Ce que vous envoyâtes ne fonctionna point pour ce qu'il manquait une chose ou pour ce que les mots furent mal recopiés ou mal prononcés par moi. Me voici donc embarrassé. Je ne possède pas votre art de l'alchimie pour appliquer Borellus, et je comprends mal le 7e livre du Necronomicon que vous me recommandâtes. Souffrez cependant que je vous rappelle la vigilance que nous devons apporter dans le choix de ceux que nous appelons. Vous savez ce que dit M. Mater dans le Magnalia de... Là, le passage est illisible. Et pouvez fidèlement juger qu'il rapporte des abominations. Je vous le dis encore, n'invoquez personne que vous ne puissiez renvoyer, ce par quoi je veux dire personne qui pourrait à son tour appeler quelque chose contre laquelle vous seriez impuissant. Appelez les mineurs de peur que les majeurs ne refusent de répondre et finissent même par vous commander. J'ai pris peur quand j'ai appris que vous saviez ce que Ben Zariatnamik cache dans la boîte d'ébène, car je sais qui vous l'a révélé. Pour la 2e fois, je vous demande de m'appeler par le nom de mon fils, Jedediah, et pas par le mien. Vous savez qu'on ne peut vivre trop longtemps dans cette communauté, et vous connaissez ma nouvelle identité. Faites-moi savoir, je vous prie, ce que l'homme noir a appris de Sylvanus Cocidius dans la crypte. Enfin, je serai votre obligé si vous daigniez me prêter le manuscrit dont vous parlez. Une autre lettre de Philadelphie ne fut pas moins surprenante. Je suivrai vos ordres en envoyant les livres de compte uniquement par vos navires, mais je vous fais observer que j'en ignore en général la date d'arrivée. Dans notre affaire, j'ai besoin d'une dernière chose, mais je désire être sûr de vous bien avoir compris. Vous me dites qu'aucun élément ne peut manquer si l'on veut un résultat parfait, mais vous savez combien c'est difficile. Cela me semble grand danger et fardeau bien lourd d'emporter entièrement la caisse. En tout cas en ville, surtout dans les églises, c'est absolument impossible. Je sais les imperfections de celui que j'ai appelé en octobre et combien de spécimens vivants vous avez dû utiliser avant de trouver la bonne méthode en 1766. Je me conformerai donc à vos recommandations en toutes choses. J'attends votre brique avec impatience et je vais chaque jour sur le quai de M. Biddle. Il y avait enfin une 3e lettre, mais elle était rédigée dans une langue et un alphabet inconnus. Dans un des carnets de Smith, Charles Ward a retrouvé une suite de caractères bizarres, recopiés plusieurs fois. Des linguistes de l'université Brown ont déclaré qu'il s'agirait d'amharique ou peut-être d'abyssin. Cependant, ils ont été incapables de traduire la lettre. Aucun des courriers détournés ne fut jamais remis à Curwen, et la disparition de Jedediah Horne de Salem, qui se produisit peu après, montre que ces hommes de Providence savaient agir fermement et discrètement. La Société historique de Pennsylvanie possède également des lettres reçues par le docteur Shippen qui attestent de l'existence d'un autre personnage très malsain à Philadelphie. D'autres actions furent décidées au cours de réunions secrètes tenues dans les entrepôts Brown. Lentement, mais sûrement, un plan de campagne se mettait en place destiné à éliminer Joseph Curwen et à en effacer à jamais le souvenir. Ce dernier dut se douter de quelque chose, car on vit bientôt un air inquiet apparaître sur son visage. À toutes les heures, on remarquait sa voiture en ville et à Pawtuxet Road, et petit à petit, il finit par abandonner la fausse cordialité qu'il avait affectée pour dissiper les préjugés dont la ville l'accablait. Une nuit, les voisins les plus proches de la ferme, les Fenner, remarquèrent un faisceau lumineux qui, jaillissant d'une mystérieuse ouverture dans le toit du bâtiment aux meurtrières, se dirigeait vers le ciel, événement dont ils firent rapidement part à John Brown de Providence. M. Brown était devenu le chef du groupe voué à l'élimination de Curwen, et il confia aux Fenner qu'une action contre lui allait avoir lieu de manière imminente. Il jugea qu'il était indispensable de les prévenir du fait qu'immanquablement ils assisteraient au raid. Il leur raconta donc que Curwen était un espion des douanes contre lesquels les armateurs, les marchands et même les fermiers étaient très remontés. Il est impossible de dire si cette fable berna les fermiers qui avaient été témoins de tant d'événements étranges. Toujours est-il qu'ils étaient tout disposés à attribuer n'importe quelle vilainie à cet homme si inquiétant. Brown leur confia la tâche de surveiller la ferme et de rapporter sans délai tout événement qu'ils y observeraient.
Selon toute vraisemblance, le faisceau de lumière était la tentative ultime et mystérieuse d'un Curwen aux abois pour exécuter quelque nouvelle abomination et justifiait pleinement le déclenchement d'une action immédiate, par ailleurs préparée de longue date. Le journal de Smith rapporte que le vendredi 12 avril 1771, une troupe d'une trentaine d'hommes se réunit dans la grande salle de la taverne du Lion d'Or à Weybosset Point, de l'autre côté du pont. Étaient présents John Brown, le docteur Bowen qui avait apporté sa trousse de chirurgien, le révérend Manning, pour une fois sans sa fameuse perruque, la plus grande de la colonie, le gouverneur Hopkins, drapé dans une grande cape sombre, et son frère Isaac, dernière recrue du groupe, John Carter, le capitaine Matthewson et enfin le capitaine Whipple qui était chargé de mener la troupe. Ces derniers, installés dans une arrière-salle, mettaient au point les derniers détails de l'expédition. Après quoi, le capitaine Whipple émergea dans la grande salle et donna ses instructions aux marins avant de leur faire prêter serment. Tous attendaient à présent l'arrivée d'Ezra Whedon, qui était chargé de surveiller Curwen et de signaler son départ pour la ferme. Vers 10h30, on entendit un grondement sourd sur le grand pont, suivi d'un bruit de fiacre dans la rue. Il n'était plus nécessaire de s'attarder davantage. Curwen, suspect déjà condamné, venait de partir pour sa dernière nuit de sorcellerie. Un instant plus tard, alors que le bruit des chevaux s'estompait en passant Muddy Dock, Whedon apparut. Les marins se rangèrent silencieusement dans la rue, portant à l'épaule qui un mousquet, qui un fusil de chasse, qui un harpon de baleinier. Whedon et Smith faisaient naturellement partie de la troupe, ainsi que le capitaine Whipple qui la commandait, Isaac Hopkins, John Carter, le capitaine Matthewson, le docteur Bowen et le révérend Manning. Moses Brown, absent lors de la réunion dans l'arrière-salle, les rejoignit vers 11h. Tous ces notables et leurs hommes, une bonne centaine de marins, se mirent en route sans attendre, avec une détermination inflexible, cependant teintée de quelque appréhension, lorsqu'ils laissèrent Muddy Dock derrière eux pour entamer la côte de Broad Street vers Pawtuxet. Arrivés à l'église d'Elder Snow, certains se retournèrent comme pour un adieu à Providence qui dormait dans la nuit étoilée de ce début de printemps. Les clochers et les pignons, plus sombres, se détachaient dans la nuit, et une légère brise salée soufflait depuis la baie. Vega s'élevait au-dessus de la colline dont la ligne de crête n'était brisée que par le bâtiment du nouveau collège en construction à l'époque. En bas, la vieille ville rêvait, pendant que pour sa sauvegarde et son âme, un blasphème monstrueux, colossal, abominable, allait enfin être purifié. 1 heure plus tard, les hommes arrivèrent comme prévu à la ferme des Fenner qui les informèrent des derniers mouvements de Curwen. Il était arrivé à la ferme une demi-heure plus tôt, aucune lumière n'avait été allumée, mais l'étrange faisceau était presque immédiatement réapparu. Alors que les Fenner terminaient leur rapport, une autre lumière jaillit vers le sud, et les conjurés comprirent qu'un nouvel événement surnaturel et épouvantable allait se dérouler sous leurs yeux. Le capitaine Whipple ordonna à ses troupes de se diviser en 3 groupes. Un premier, de 20 hommes, sous les ordres d'Eleazar Smith, devait prendre position au bord de la baie et tenir contre les renforts éventuels qui pourraient venir en aide à Curwen, à moins qu'on ne les appelle à la rescousse. Un second détachement de 20 hommes également, commandé par le capitaine Isaac Hopkins, devait descendre vers la rivière, derrière la ferme de Curwen, et enfoncer la porte de chêne dans la falaise à la hache et si nécessaire avec de la poudre. Le reste se dirigerait vers la ferme et ses annexes. Un tiers de ce dernier groupe était commandé par le capitaine Matthewson, qui avait pour mission d'investir le bâtiment aux meurtrières, un tiers par le capitaine Whipple, qui devait prendre la maison, les autres encercleraient les bâtiments en attente d'un signal en cas de problème. Au premier coup de sifflet, le groupe de la rivière devait enfoncer la porte et s'assurer de tout ce qui pourrait vouloir sortir. Au son de 2 coups de sifflet, les hommes entreraient, engageraient éventuellement l'ennemi, et tenteraient la jonction avec le 3e groupe. Le détachement de l'édifice de pierre agirait de même. Un coup de sifflet, il forcerait la porte, 2 coups, il entrerait, descendrait un éventuel escalier, et tenterait de rejoindre les autres dans les souterrains où l'on estimait que l'affrontement final aurait lieu. Enfin, 3 coups de sifflet constituaient le signal d'urgence pour les réserves,
qui pénétrerait pour une moitié dans les profondeurs de la ferme et pour l'autre dans celles du bâtiment de pierre. Le capitaine Whipple était en effet convaincu de l'existence de ces catacombes et avait tout planifié en conséquence. Il avait sur lui un sifflet suffisamment puissant pour ne redouter aucun malentendu dans les signaux. Les hommes postés sur le rivage ne pourraient pas les entendre et seraient avertis par messager. Moses Brown et John Carter étaient avec ces derniers, tandis que le capitaine Mathewson était dans le groupe de l'édifice de pierre. Le docteur Bowen ainsi qu'Ezra Whedon suivaient le capitaine Whipple dans le groupe de la ferme. L'attaque simultanée serait déclenchée dès qu'un messager signalerait que les hommes de la rivière étaient prêts. Un peu avant 1 heure, les 3 groupes quittèrent la ferme des Fenner, un vers la baie, le deuxième vers la vallée et la porte secrète, le troisième vers la ferme. Eleazar Smith, qui se dirigeait vers le rivage, parle dans son journal d'une marche sans histoire et d'une longue attente. Le calme fut troublé par un coup de sifflet lointain suivi de cris et d'une explosion. Plus tard, un des hommes affirma avoir entendu des coups de feu au loin, et Smith ressentit le battement lancinant et sourd de mots effroyables résonnant dans l'air. Juste avant l'aube, un messager aux yeux hagards, répandant une odeur immonde, surgit et dit aux hommes de se disperser calmement, de rentrer chez eux sans rien raconter de cette nuit et d'oublier à jamais Joseph Curwen. L'allure de ce messager était à elle seule un témoignage au-delà des mots, car bien qu'il fût connu de tous, quelque chose d'indéfinissable dans son regard, en moins ou en plus, en ferait à jamais un étranger. La même impression fut ressentie quand un peu plus tard ses compagnons revinrent de cette ferme maudite. Ils avaient vu ou entendu des choses indescriptibles, des choses que les êtres humains ne devraient ni voir ni entendre, qu'ils ne pourraient jamais oublier, mais dont ils ne parleraient jamais, car il existe des limites terribles que l'instinct de survie empêche de passer. Dès le retour du messager sur le rivage, tous prêtèrent le serment implicite et muet de garder à jamais le silence sur cette affaire. Les rares bribes d'informations qui ont transpiré sur cette expédition terrible commencée au Lion d'Or proviennent du journal d'Eleazar Smith. Charles Ward a cependant retrouvé d'autres renseignements dans la correspondance des Fenner enfouis à New London chez un de leurs descendants éloignés. Ils y racontent le départ du raid en 3 colonnes, les aboiements furieux des chiens de Curwen et la détonation qui précipita l'attaque. Il rapporte également que directement après cette explosion, le faisceau de lumière jaillit à nouveau du bâtiment de pierre et qu'un moment plus tard, après 2 coups de sifflet, ils entendirent des claquements de mousquets suivis par un effroyable cri rauque que Luc Fenner tentait de décrire dans sa lettre. Ce hurlement était inexprimable et le correspondant note que sa mère s'est évanouie en l'entendant. Plus tard, on le perçut à nouveau, mais plus faiblement, puis une dernière fois mélangé à des coups de feu et à une nouvelle explosion provenant de la rivière. Au bout d'1 heure, les chiens commencèrent à pousser des aboiements de terreur, et le sol se mit à trembler si fort que les bougeoirs cliquetaient sur la cheminée. Une odeur de soufre se répandit dans l'air. Le père de Luc Fenner déclara avoir entendu 3 coups de sifflet, le signal de détresse, mais il fut le seul. Les mousquets crépitèrent à nouveau, suivis par un cri moins aigu, mais encore plus effrayant que les précédents. C'était un cri rauque venant du fond de la gorge en même temps qu'un gargouillis immonde. C'est à ce moment que la chose flamboyante surgit de la ferme de Curwen et que les cris humains de désespoir et d'effroi redoublèrent. Les mousquets crachèrent le feu de plus belle et la créature embrasée tomba comme une masse. Une seconde identique apparut, suivie par un cri perçant d'origine clairement humaine. « Tout-Puissant, protège tes créatures !» Il y eut de nouveau des coups de feu, et la chose fut abattue à son tour. Après, ce fut le silence, un silence d'un peu moins d'1 heure. C'est à ce moment qu'Arthur, le petit frère de Luc, vit une sorte de brume rougeâtre monter de la ferme. Personne d'autre ne la remarqua, mais Luc ne douta pas de son existence, car juste à ce moment, les 3 chats qui étaient dans la pièce se raidirent et furent saisis de panique. 5 minutes plus tard, un vent glacial se leva et l'air s'emplit d'une puanteur intolérable que seul le groupe de la benne remarqua pas. Cette odeur,
si immonde que personne n'en avait jamais senti de pareil, provoquait une terreur sourde, pire que celle de la tombe ou du charnier. Et puis il y eut la voix, une voix si terrible que quiconque l'a entendue ne pourra jamais l'oublier. Elle tonna du ciel comme une malédiction divine et fit trembler les fenêtres avant de s'évanouir brusquement. Elle était profonde et même musicale, grave comme une basse d'orgue, mais damnée comme les livres interdits des Arabes. Personne ne comprit ce qu'elle disait, car elle parlait dans une langue inconnue. Cependant, Luc tenta d'en retranscrire les sons démoniaques. J'ose à peine les prononcer. Desmes, Yeshet Bon, Tosefe Duvema Enitemos. Personne jamais ne réussit à comprendre cette imprécation, et ce n'est qu'en 1919 que Charles Ward, blême, découvrit qu'elle était celle que Pic de la Mirandole dénonçait comme le summum de l'abomination dans les incantations magiques. Un cri indéniablement humain sembla répondre à cette voix maléfique quand l'odeur insoutenable se doubla d'une nouvelle puanteur plus intolérable encore. Un gémissement s'éleva ensuite qui montait comme un ululement et redescendait brusquement. À certains moments, on eût dit que des mots étaient articulés, que personne ne parvint à comprendre. À d'autres, la plainte tournait au rire hystérique et diabolique. Enfin, un cri d'ultime terreur et de démence provenant de plusieurs gorges humaines éclata, après quoi ce fut le silence et l'obscurité qui s'étendirent sur toute chose. Des volutes de fumée âcre s'élevaient encore vers le ciel, bien qu'il n'y ait aucune flamme et que le lendemain, tous les bâtiments apparussent intacts. À l'aube, 2 messagers transit frayeurs, aux vêtements imprégnés d'une odeur abjecte, frappèrent à la porte des Fenner et réclamèrent un tonnelet de rhum qu'ils payèrent fort bien. L'un d'eux déclara à la famille que l'affaire Curwen était close et que les événements dont ils avaient été témoins devaient être oubliés à jamais. Quoique cet ordre pût sembler incongru et arrogant, l'aspect de celui qui l'avait donné paraissait si effrayant qu'il ôtait toute envie de le discuter. Seules quelques lettres de Luc Fenner subsistent, bien qu'il ait clairement enjoint à son cousin du Connecticut de les détruire, ce qu'il ne fit malheureusement pas, sans quoi toute l'affaire serait tombée à jamais dans un oubli bénéfique. Charles Ward découvrit un détail supplémentaire à l'issue de longues recherches chez les habitants de Pawtuxet. Le vieux Charles Slocum se rappelait très bien une histoire racontée par son grand-père à propos d'un corps mutilé et calciné retrouvé dans les champs juste après la mort de Curwen. Et si cette histoire, somme toute banale, était restée dans les mémoires, c'est que le cadavre n'était ni celui d'un être humain, ni celui d'aucun animal connu des habitants de Pawtuxet. Pas un seul des membres de cette terrible expédition ne se laissa jamais aller à la moindre confidence sur ce qui s'était passé cette nuit, et les fragments d'informations que l'on possède proviennent essentiellement de témoignages indirects. Il y a quelque chose d'effrayant dans le soin avec lequel les survivants ont détruit jusqu'au moindre morceau de papier qui faisait allusion au raid. 8 matelots furent tués, et bien que leur corps n'ait pas été rendu, leurs familles se satisfirent de la déclaration officielle parlant d'un affrontement avec les douanes. La même déclaration mentionnait le cas de plusieurs blessés, tous soignés par le docteur Jabez Bowen. Plus difficile à expliquer était cette odeur qui les imprégnait, mystère qui alimenta les conversations pendant des semaines. Parmi les meneurs, le capitaine Whipple et Moses Brown furent grièvement blessés, et leurs épouses témoignèrent de leur étonnement face au refus catégorique de leurs maris de montrer leurs blessures. Psychologiquement, tous ces hommes ressortirent de l'aventure ébranlés, marqués à jamais et vieillis. Fort heureusement, c'étaient des hommes d'action, robustes, simples et bons chrétiens, car eussent-ils été plus subtils, plus intellectuels que la démence les aurait sans doute emportés. Le révérend Manning fut le plus perturbé de tous, mais il réussit à surmonter ses angoisses et à effacer ses souvenirs dans la prière. Par chance pour eux,
Tous ces chefs avaient des métiers et des rôles importants à jouer. Ainsi, 1 an plus tard, le capitaine Whipple conduisit la foule qui incendia le HMS Gaspé, ce qui lui permit sans doute d'effacer un peu le souvenir de cette épouvantable nuit. On remit à la veuve de Kerven un cercueil de plomb, scellé et de forme assez curieuse qui avait dû être apporté sur place prêt à l'emploi. Son mari avait été tué, lui dit-on, lors d'un affrontement avec les douaniers dont, pour des raisons politiques, on ne pouvait révéler les détails. Et personne ne dit un mot de plus sur la mort de Joseph Kerven. Charles Ward avait cependant un maigre indice qui lui permit d'échafauder une théorie, un passage souligné de la lettre de Jedediah Horne qu'Ezra Whedon avait eu le temps de recopier. Cette copie fut retrouvée chez un des descendants de Smith. Whedon l'avait-il remise à son complice afin de laisser après tout un témoignage de l'horreur qu'il avait vécue, ou, ce qui est plus probable, Smith l'avait-il toujours eu et souligné lui-même après avoir questionné son ami? On ne le saura jamais. Le passage souligné était le suivant. « Je vous le dis encore, n'invoquez personne que vous ne puissiez renvoyer, ce par quoi je veux dire personne qui pourrait à son tour appeler quelque chose contre laquelle vous seriez impuissant. Appelez les mineurs de peur que les majeurs ne refusent de répondre et finissent même par vous commander. » À la lumière de ce passage, imaginant quel allié improbable un homme aux abois serait capable d'invoquer en dernière extrémité, Charles Ward se demanda si, au bout du compte, Kerven avait bien été abattu par ses concitoyens. La disparition de toute trace du sorcier de Pawtuxet des mémoires et des annales de Providence fut évidemment facilitée par les positions qu'occupaient les meneurs de l'expédition punitive. Au début, ils n'avaient pas souhaité une suppression aussi radicale, ils avaient seulement fait en sorte que la veuve, son père et sa fille restent dans l'ignorance de ce qui était arrivé. Mais le capitaine Tillinghast, ayant entendu des rumeurs qui ne pouvaient qu'exciter les curiosités, exigea que sa fille et sa petite-fille changent de nom, détruisit tous les papiers et fit radier au ciseau les inscriptions de la pierre tombale de Joseph Kerven. À partir de ce moment-là, la censure devint de plus en plus implacable, s'étendant même, d'un commun accord des habitants, aux documents officiels de la ville et aux archives de la Gazette. Cet acharnement fait songer à la conspiration du silence qui s'abattit sur Oscar Wilde après sa disgrâce, ou encore au sort réservé par les dieux au roi de Runazar, qui devait non seulement mourir, mais n'avoir jamais existé. Mrs. Tillinghast, la veuve de Kerven, qui avait repris son nom de jeune fille en 1772, vendit la maison d'Olney Court et alla habiter chez son père à Powers Lane jusqu'à sa mort en 1817. La ferme de Pawtuxet fut laissée à l'abandon et se dégrada avec une incroyable rapidité. En 1780, il ne subsistait que la maçonnerie, qui ne fut bientôt qu'un tas de pierres informes passé 1800. Personne ne s'aventura jamais dans l'épaisse végétation qui masquait la porte de la falaise le long de la rivière. Seul le capitaine Whipple marmonnait de temps en temps des phrases du genre « La peste soit de ce pfff » ou encore « Ce damné sorcier nous préparait un dernier tour. Un mou, je brûle sa putain de ferme. » Chapitre 3. Recherche et évocation. Charles Ward apprit sa parenté avec Joseph Kerven pour la première fois en 1918 et conçut immédiatement un intérêt excessif pour tout ce qui touchait à la vie de son mystérieux ancêtre, chaque parcelle d'information qu'il découvrait prenant un tour capital, pour ne pas dire vital. Mais n'importe quel historien, un tant soit peu intelligent et imaginatif, n'aurait-il pas systématiquement rassemblé toutes les informations concernant Joseph Kerven ? Il entama ses premières investigations au grand jour sans aucune dissimulation. C'est pourquoi même le docteur Lyman estime que sa folie ne date pas d'avant 1919.
Il en parlait très librement avec les conservateurs des divers musées et bibliothèques qu'il fréquentait, ainsi qu'avec ses parents, bien que sa mère ne fût pas ravie d'avoir un ancêtre aussi peu recommandable. Avec les familles auprès desquelles il pensait pouvoir trouver des documents, il ne cachait rien de ses recherches et partageait même leur scepticisme amusé lorsqu'il leur rapportait le contenu de certains journaux intimes ou de certaines lettres. Il exprimait un étonnement sincère sur ce qui avait bien pu se passer 150 ans plus tôt à la ferme de Pawtuxet, qu'il n'avait d'ailleurs jamais trouvé, et sur ce que Joseph Curwen avait réellement été. Quand il découvrit le journal et les notes de Smith, puis la lettre de Jedediah Horne, il résolut de se rendre à Salem pour enquêter sur cette première période de la vie de Curwen, ce qu'il entreprit pendant les vacances de Pâques 1919. Il fut très bien reçu à l'Essex Institute qu'il connaissait déjà d'un précédent séjour dans cette vieille cité puritaine aux pignons délabrés et aux toits mansardés amassés les uns contre les autres, et il y découvrit une quantité considérable de renseignements. Son ancêtre était né dans le village de Salem, à présent Danvers, à 7 miles de la ville, le 18 février 1662. Il s'était engagé dans la marine à 15 ans et ne réapparut à Salem que 9 ans plus tard, arborant les manières, le langage et les habits d'un Anglais de la bonne société. Il ne fréquentait guère sa famille, consacrant le plus clair de son temps à la lecture de livres étranges qu'il avait rapportés d'Europe et à des expérimentations chimiques avec des produits qu'il s'était procurés en Angleterre, en France et en Hollande. Ses voyages dans le pays intriguaient beaucoup, et on racontait même qu'il avait l'habitude d'allumer des feux la nuit sur les collines. Ses seuls amis étaient Edward Hutchinson de Salem Village et Simon Horne de Salem. On les voyait souvent ensemble en grande conversation dans le Common, le grand parc de Salem qui existait déjà à cette époque, et ils se rendaient très fréquemment mutuellement visite. Hutchinson possédait une maison à l'extérieur de la ville, non loin de la forêt, que beaucoup de gens évitaient, car on y entendait, disait-on, des bruits inquiétants la nuit. On racontait qu'il recevait des visiteurs étranges et que les lumières qui venaient de ses fenêtres n'étaient pas toujours de la même couleur. Ses connaissances sur des personnes disparues depuis longtemps ou des événements oubliés étaient regardées comme d'origine démoniaque, et il disparut dès le début de la grande chasse aux sorcières pour ne jamais revenir à Salem. C'est d'ailleurs à la même époque que Joseph Curwen quitta la ville, mais son installation à Providence ne resta pas longtemps secrète. Simon Horne vécut à Salem jusqu'en 1720, époque à laquelle les habitants commencèrent à trouver très curieux qu'il ne vieillit pas. Il disparut à son tour, mais 35 ans plus tard, son fils, qui lui ressemblait de manière étonnante, arriva à Salem pour réclamer l'héritage paternel. Sur la foi de documents qu'il produisit, manifestement de la main de Simon, on fit droit à sa requête, et Jedediah Horne vécut à Salem jusqu'en 1771, date à laquelle, suite à des lettres de dénonciation adressées de Providence notamment au révérend Thomas Barnard, il disparut définitivement pour une destination inconnue. Tous les documents de ou à propos de ces étranges personnages provenaient de l'Essex Institute, du palais de justice, du cadastre ou encore de la chambre de commerce. Ils contenaient plusieurs allusions au procès en sorcellerie. Par exemple, quand Hepzibah Lawson jura le 10 juillet 1692 devant le tribunal de Hoyer présidé par le juge Hawthorne que 40 sorcières et l'homme noir s'étaient réunis dans les bois derrière la maison de M. Hutchinson, ou quand Amity Howe déclara au juge Gedney que M. G.B., il s'agissait du révérend George Burroughs, avait appliqué la marque du diable à Bridget S., Jonathan A., Simon O., Délivrance W., Joseph C., Suzanne P., Méritable C., ainsi que Déborah B. Après la disparition de Hutchinson, on trouva le catalogue de sa sinistre bibliothèque, ainsi qu'un manuscrit de sa main, chiffré de telle façon que personne ne put jamais en comprendre le sens. Ward en fit un photostatique et tenta de le décoder. Au mois d'août, il y travaillait sans relâche, mais il est probable, du moins sa conduite et ses paroles le laissent deviner, qu'en octobre il avait trouvé la clé. Néanmoins,
il ne l'a jamais clairement affirmé. Plus intéressants étaient les documents de Horn. En peu de temps, Ward prouva en comparant les écritures ce qu'il avait déjà pressenti en lisant une des lettres adressées à Curwen. Simon Horn et son soi-disant fils Jedediah n'étaient qu'une seule et même personne. Ainsi que Horn l'avait écrit, on ne peut vivre trop longtemps dans cette communauté. Il avait donc disparu pendant 35 ans et était revenu sous l'identité d'un prétendu fils pour récupérer ses biens. Horn avait pris la sage précaution de détruire la presque totalité de sa correspondance. Les participants au raid de 1771 en retrouvèrent cependant une partie que curieusement ils conservèrent. Des lettres étonnantes qui contenaient des diagrammes et des formules annotées de plusieurs mains que Ward recopia et photographia, une en particulier très mystérieuse, dont la calligraphie trahissait son auteur, Joseph Curwen. Cette lettre ne pouvait être la réponse à celle de Horn qui avait été détournée. Elle n'était pas datée, mais son contenu la situait vers 1750. Il n'est peut-être pas inutile d'en divulguer le texte, afin de montrer le style de son effroyable auteur. Elle était adressée à Simon, mais le prénom a été barré par Curwen ou Horn lui-même. « Frère et cher vieil ami honoré, tout mon respect et ma ferveur à celui que nous servons pour votre pouvoir éternel. Je viens de trouver ce qu'il y a lieu de faire en dernière extrémité. Je ne suis point disposé à vous imiter en tout quittant à cause de mon âge comme vous le fîtes, pour ce que Providence n'est pas encore acharnée comme votre ville à traquer et à juger les choses hors du commun. Mes affaires et mes bateaux me retiennent ici et m'empêchent de faire comme vous, et ma ferme de Pawtuxet renferme sous terre ce que vous savez et qui ne souffrirait d'attendre mon retour en tant qu'autre. Je ne suis point prêt, comme je vous l'ai dit, à un revers de fortune, et j'ai beaucoup travaillé au moyen de revenir après le dernier. Je suis tombé cette nuit sur les mots à prononcer pour invoquer Yog-Sothoth, et j'ai vu pour la première fois sa figure décrite par Ibn Shakabao dans le livre que vous savez. Il m'a dit que le 3e psaume du Liber Damnatus contient la clé. Lorsque le soleil sera dans la 5e maison, tracez le pentagramme de feu et prononcez par 3 fois le verset 9e. Redites ce verset la veille des jours d'invention de Sainte-Croix et de Toussaint, et la chose se produira dans les sphères apparentes. Et de la semence de l'ancien naîtra celui qui regardera en arrière sans savoir ce qu'il cherche. Mais tout ceci sera vain s'il n'y a point d'héritier, ou si les sels ou la façon de les préparer ne sont pas à sa disposition. Ici, je le dois reconnaître, je n'ai point pris les mesures nécessaires et n'ai point progressé dans mes recherches. Le procédé est malaisé à accomplir. Il faut une si grande quantité de spécimens que j'ai du mal à les obtenir, nonobstant les marins que j'ai des Indes. Les gens deviennent curieux et je n'arrive plus à les tenir à l'écart. Ceux de qualité sont pires encore que la populace, étant plus astucieux dans leurs actions et mieux écoutés dans leurs discours. Le pasteur et M. Mérite ont parlé, je le crains, mais il n'y a encore rien de dangereux. Les substances sont aisées à se procurer car nous avons 2 bons apothicaires en notre ville, le docteur Bowen et Sam Carew. Je suis en tout les prescriptions de Borellus et trouve de l'aide dans le livre 7e d'Abdul al-Hazred. Tout ce que j'obtiendrai, vous l'aurez. Dans l'entretemps, faites bien usage des mots que je vous ai indiqués. Ce sont les bons, mais si vous désirez le voir, employez les inscriptions du morceau de 3 petits points que j'ai mis dans le paquet. Récitez les versets à chaque veille d'invention de Sainte-Croix et de Toussaint. Et si votre lignée ne se tarit pas, quelqu'un de vos descendants, dans les années à venir, regardera en arrière et utilisera les sels que vous lui aurez légués. Job 14, 14. Je me réjouis que vous soyez revenu à Salem et espère que je vous y verrai bientôt. J'ai un bon étalon et me propose d'acheter une voiture. Il y en a déjà une à Providence, celle de M. Mérite, bien que nos routes soient fort mauvaises. Si vous êtes disposé à voyager, ne manquez pas de me visiter. Prenez la diligence de Boston qui passe par Dedham, Wrentham et Attleboro. Vous y trouverez de bonnes auberges. Arrêtez-vous chez M. Balcom à Wrentham, où les lits sont plus confortables que chez Hatch, mais mangez chez ce dernier, où la cuisine est meilleure.
Entrez dans Providence par les chutes de Pawtucket et passez l'auberge de M. Céleste. Ma maison est située en face de la taverne de M. Epenetus, après Town Street. C'est la première du côté nord d'Olney Court. Il n'y a pas plus de 44 miles depuis la borne de Boston. Monsieur, je reste votre vieil et fidèle ami et serviteur par Almonsin Metraton. Josephus C. à M. Simon Horn, Williams Lane, Salem. Grâce à cette lettre, Ward put enfin déterminer l'emplacement exact de la maison de Curwen à Providence, car on n'en faisait mention dans aucun des documents qu'il avait compulsés. Coïncidence frappante, cette maison, construite en 1761, qui existait toujours dans Olney Court, quoique très délabrée, était bien connue du jeune archéologue qui l'avait remarquée au cours de ses promenades dans Stamper's Hill. Qui plus est, elle n'était qu'à quelques blocs de sa propre maison, située plus haut sur la colline. Enfin, elle était à présent la propriété d'une famille noire qui faisait des ménages et des travaux domestiques dans le quartier, notamment chez les Ward. Troublé d'avoir retrouvé à Salem des documents touchant aux origines de sa propre famille, Charles résolut d'explorer la maison dès son retour. Les passages mystiques de la lettre, qu'il prit pour une sorte de symbolisme délirant, le déconcertèrent au début. Cependant, il ne put retenir un frémissement en remarquant la référence au livre de Job, 14:14, qui lui était familier. « Mais l'homme qui est mort peut-il reprendre vie ? Je saurai patienter le temps de mon service, jusqu'au moment où l'on viendra me relever. » Le jeune Ward rentra en proie à une vive excitation et passa le samedi suivant à explorer la demeure d'Olney Court. Elle s'écroulait littéralement sous le poids des siècles. C'était une maison en bois de 2 étages et demi, très modeste, de type colonial, avec un toit pointu, une grande cheminée et une entrée joliment sculptée au fronton triangulaire supporté par 2 pilastres doriques. Ward fut troublé en songeant qu'il avait face à lui la demeure du détestable objet de ses recherches. Les occupants noirs ne lui étaient pas inconnus. Le vieil Asa ainsi que sa grosse femme Anna l'accueillirent très aimablement. L'intérieur, qui avait dû beaucoup changer, était très décevant en regard de ce que l'extérieur annonçait. Ward constata avec désolation que les magnifiques tablettes de cheminée et les armoires sculptées avaient pour la plupart disparu, que les lambris et les moulures en bois étaient rayés, cassés, troués ou encore recouverts d'un papier peint trop bon marché. D'une manière générale, si cette visite ne lui apporta pas ce qu'il en avait espéré, il trouva malgré tout émouvant de se trouver dans les murs qui avaient abrité son aïeul. Il fut bouleversé lorsqu'il remarqua que son monogramme avait été soigneusement effacé du heurtoir en cuivre de la porte. Après cette visite, Ward passa tout son temps à élucider le code de Hutchinson et à recueillir auprès des habitants de la région tout ce qui se rapportait à Joseph Curwen. Si le manuscrit codé gardait son secret, du moins les informations qu'il récolta lui ouvrirent tant de nouvelles pistes qu'en juillet, il décida d'entreprendre un voyage à New London et à New York afin de consulter d'autres lettres dont il avait appris l'existence. Le voyage, très fructueux, lui permit de découvrir la correspondance de Fenner qui relatait l'attaque de la ferme de Pawtucket, ainsi que celle des Nightingale Talbot, dans laquelle il apprit l'existence d'un tableau de Curwen peint sur une des boiseries de la bibliothèque. Cette histoire de tableau l'enthousiasma immédiatement. Il aurait donné n'importe quoi pour savoir à quoi son aïeul ressemblait. Il décida donc d'entreprendre de nouvelles fouilles dans la maison d'Olney Court afin de retrouver ce portrait, sans doute caché derrière des peintures plus récentes ou des couches superposées de papier peint moisi.
Il organisa cette seconde visite au début du mois d'août et examina attentivement les murs de toutes les pièces assez vastes pour avoir pu abriter la bibliothèque de Curwen. Il inspecta particulièrement le dessus des cheminées et c'est finalement dans un spacieux salon du rez-de-chaussée qu'il découvrit un panneau où d'anciennes couches de peinture s'écaillaient, laissant entrevoir un support plus sombre que le bois. Après avoir éliminé un peu de l'ancien revêtement à l'aide de son canif, il comprit qu'il venait de mettre à jour une grande peinture à l'huile. Ne voulant pas risquer d'endommager le tableau en tentant impatiemment de le révéler avec son couteau, le jeune homme décida de s'adresser à un expert. 3 jours plus tard, il revint avec un spécialiste en restauration de tableaux, M. Walter C. Dwight, dont l'atelier se trouvait au pied de College Hill. Il se mit aussitôt au travail avec des outils et des produits cette fois parfaitement adaptés. Le vieil Asa et sa femme regardaient avec curiosité ces étranges archéologues, et ils reçurent une confortable somme d'argent en dédommagement de l'invasion qu'ils subissaient. Au fur et à mesure que la restauration progressait, Charles Ward observait avec un intérêt croissant les lignes et les teintes révélées graduellement après un aussi long oubli. Dwight avait commencé par le bas, et comme le tableau était de 3/4 en hauteur, il fallut patienter un certain temps avant de distinguer le visage. En attendant, il apparut que le sujet était un homme mince, bien fait de sa personne, portant une veste bleue foncée sur un gilet brodé, des culottes de satin noir, des bas de soie blanc, assis sur une chaise devant une fenêtre d'où l'on apercevait au loin les quais et les bateaux. Quand la tête apparut enfin, mince, calme, portant une perruque, l'artiste et Ward lui trouvèrent tout d'abord un air vaguement familier. Mais à la fin de la Restauration, quand les traits de ce visage maigre et livide devinrent clairement lisibles, le peintre et son commanditaire furent ébahis des tours que l'hérédité s'amuse à jouer parfois. Car à l'issue d'un dernier coup de papier de verre, d'un ultime bain d'huile, l'expression du visage, enfouie depuis des siècles, apparut pour confronter l'archéologue incrédule au passé qu'il fouillait inlassablement. Charles Ward était la réplique vivante de son horrible arrière-arrière-arrière-grand-père. Ward amena ses parents pour leur montrer la merveille qu'il venait de découvrir. Son père décida immédiatement d'acheter le tableau, bien qu'il fût peint sur un panneau de bois. La ressemblance avec le jeune homme était extraordinaire, malgré la différence d'âge et le siècle et demi qui les séparait. Madame Ward, quant à elle, n'avait rien de commun avec son ancêtre. Mais elle se rappelait certains membres de la famille qui avaient une vague ressemblance avec le défunt Joseph et avec Charles, évidemment. Elle appréciait peu cette découverte et conseillait à son mari de brûler le tableau plutôt que de l'accrocher dans leur maison. Elle trouvait qu'il avait quelque chose de malsain. L'allure générale du modèle, sans doute, mais surtout cette ressemblance avec son fils. M. Ward était un homme d'affaires pragmatique. Il possédait plusieurs usines textiles à River Point, dans la vallée de Pawtuxet, et n'était pas du genre à prêter attention aux superstitions de sa femme. La ressemblance avec le portrait de son fils l'avait impressionné. Il voulait lui faire ce cadeau bien mérité. Inutile de dire que Charles était du même avis. Quelques jours plus tard, il alla voir le propriétaire, une personne avec un accent guttural et un air de petit rongeur, et négocia la cheminée et le tableau pour un bon prix, coupant court à tout marchandage. Il ne restait plus qu'à démonter le tout et à le porter chez les Ward, dans le bureau de Charles, au 3e étage, où toutes sortes de rénovations furent entreprises, notamment l'installation d'une fausse cheminée électrique. Charles eut pour seule mission de superviser les travaux qui furent confiés à 2 artisans du décorateur Croker. La cheminée et le panneau furent déposés avec le plus grand soin et transportés par camion. Cela dévoila une surface maçonnée, dans laquelle Ward remarqua un renfoncement cubique d'environ 1 pied de côté qui se trouvait directement derrière le portrait. Curieux de ce que cette niche pouvait bien renfermer, le jeune homme s'en approcha et découvrit sous une épaisse couche de poussière une liasse de feuillets jaunis, un carnet assez épais et quelques morceaux de ruban moisi qui avaient sans doute servi à lier le tout. Il prit le carnet, souffla la poussière et les cendres et examina l'inscription sur la couverture. Elle était manuscrite d'une calligraphie qu'il connaissait bien pour l'avoir étudiée à l'Essex Institute et intitulait le cahier «
Journal et notes de Joseph Curwen, gentleman de Providence et jadis de Salem. Excité au-delà de toute mesure par sa trouvaille, Ward montra le carnet aux deux ouvriers. Leur témoignage est très clair quant à la réalité de cette découverte sur laquelle le docteur Willett s'appuya pour affirmer que son patient n'était absolument pas fou à cette époque, même s'il allait bientôt se lancer dans toutes sortes d'excentricités. Tous les autres feuillets étaient également de la main de Curwen. L'un d'entre eux semblait particulièrement important à cause de son titre. À celui qui viendra après, comment il pourra maîtriser le temps et les sphères. Un autre était crypté. Le même chiffre, espérait Ward, que celui de Hutchinson, qui lui résistait encore. Un troisième le fit sauter de joie, car il semblait bien décrire la clé du chiffre. Les deux suivants étaient destinés respectivement à Edward Hutchinson et Jedediah Horne ou à leurs descendants. Le sixième et dernier manuscrit était intitulé « Joseph Curwen, sa vie et ses voyages de 1678 à 1687 », où il alla, où il séjourna, qui il vit, et ce qu'il apprit. Nous atteignons à présent la période où les aliénistes les plus académiques situent les premiers signes de démence de Charles Ward. À peine avait-il découvert le carnet qu'il commença à en feuilleter quelques pages qui visiblement l'impressionnèrent fortement, car lorsqu'il montra les titres des pages aux deux ouvriers, il prit grand soin de ne pas leur laisser entrevoir le texte, bien qu'il se trouvât dans un état d'excitation que même une découverte archéologique majeure ne saurait expliquer. De retour chez lui, il parla à ses parents de cette nouvelle trouvaille, mais d'un air embarrassé, souhaitant confusément leur en faire connaître l'importance tout en dissimulant la teneur. Il ne leur montra même pas les titres, se bornant finalement à leur annoncer qu'il avait trouvé des documents de la main de Curwen, pour la plupart cryptés, et qu'il allait devoir les étudier soigneusement pour en révéler le sens caché. Probablement d'ailleurs n'aurait-il rien montré aux ouvriers, n'eût été leur envahissante curiosité. À l'évidence, il ne voulait pas non plus afficher une réticence particulière qui n'aurait fait que provoquer questions et discussions. Cette nuit-là, Charles Ward veilla dans sa chambre et lut le carnet et les papiers jusqu'au petit jour. À sa mère, inquiète de le voir manquer le déjeuner, il demanda qu'on lui serve les repas dans sa chambre, et l'après-midi, il ne fit qu'une brève apparition lorsque l'on vint installer la cheminée et le portrait de Curwen dans son bureau. La nuit suivante, il dormit par intermittence, sans même prendre le temps de se déshabiller, luttant fiévreusement contre ce chiffre qui lui résistait. Le matin, sa mère constata qu'il travaillait encore sur le photostat du manuscrit codé qu'il lui avait montré l'avant-veille. À ses questions insistantes, il répondit vaguement que le code de Curwen ne s'y appliquait pas. L'après-midi, il délaissa son travail pour superviser les ouvriers qui achevaient l'installation du tableau au-dessus de la nouvelle cheminée, dans laquelle on avait placé une bûche électrique finalement très convaincante. Le tout avait été astucieusement installé un peu à l'écart du mur, comme s'il y avait vraiment un conduit à l'arrière. Le tableau était monté sur un panneau pivotant de manière à ménager un petit espace derrière. Lorsque les ouvriers s'en allèrent, il déménagea tous ses papiers dans le bureau et se remit au travail, un œil sur le manuscrit d'Hutchinson et l'autre sur le portrait, miroir vieillissant et séculaire. Ses parents, se remémorant plus tard sa conduite, donnèrent quelques détails significatifs sur ce qu'on pourrait appeler sa politique de dissimulation. En présence des domestiques, il cachait rarement ses papiers, supposant que la calligraphie complexe et archaïque de Curwen les dépassait. Il était beaucoup plus circonspect avec ses parents, et à moins que les manuscrits visibles ne fussent scriptés ou composés de symboles ou d'idéogrammes abscons, comme par exemple « à celui qui viendra après », il les couvrait rapidement avec un papier jusqu'à ce que le visiteur importun fût parti. La nuit, il enfermait ses documents sous clé dans un vieux secrétaire, et de même quand il quittait la pièce. Bientôt, il revint à ses anciens horaires et habitudes, sauf pour ses longues promenades
qui ne semblait plus l'intéresser. À l'école où il était à présent en terminale, la rentrée scolaire sembla le déranger, l'ennuyer. Il déclara à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas poursuivre ses études. Il avait, disait-il, des recherches essentielles en cours qui le mèneraient à un savoir bien plus important que n'importe quelle université au monde. Naturellement, seul un élève studieux, solitaire et quelque peu excentrique pouvait poursuivre dans cette voie sans attirer tout de suite l'attention, et Ward étant par nature un travailleur ermite, ses parents furent davantage attristés que surpris par cette attitude de claustration et de secret. En même temps, son père et sa mère trouvaient bizarre qu'il ne leur montre aucune de ses découvertes, ni ne leur parle jamais de l'avancement de ses travaux. Pour seule explication de cette réticence, il leur dit qu'il préférait attendre d'avoir des résultats complets. Mais les semaines passaient et rien ne transpirait de ses recherches. Une sorte de gêne finit par s'installer entre le jeune homme et ses parents, davantage perceptible chez la mère qui désapprouvait toutes ses investigations relatives à Curwen. En octobre, Ward recommença à fréquenter assidûment les bibliothèques, mais cette fois, ce n'était plus pour des recherches historiques. Ses nouvelles matières de prédilection étaient à présent la magie, la sorcellerie, l'occultisme et la démonologie. Et quand la bibliothèque de Providence s'avérait trop limitée, il n'hésitait pas à prendre le train pour Boston et à se rendre à la grande bibliothèque de Copley Square, à la bibliothèque Wudner de Harvard ou encore à la bibliothèque Zion à Brookline, où l'on peut consulter des documents presque introuvables sur tous les sujets bibliques. Il acheta beaucoup d'ouvrages et dut même ajouter de nouvelles étagères dans son bureau pour y ranger tous ses livres peu recommandables. À Noël, il fit un périple dans diverses villes avoisinantes, dont Salem, où il retourna à l'Essex Institute. En janvier 1920, il arbora un air de triomphe qu'il n'expliqua pas, mais on ne le vit plus jamais s'acharner sur le manuscrit codé d'Hutchinson. En revanche, tout en poursuivant ses recherches documentaires relatives notamment aux statistiques de l'état civil de Providence, il se mit à la chimie et installa un laboratoire dans le grenier de la maison. Les marchands de produits chimiques et appareils scientifiques interrogés plus tard dressèrent une liste étonnante et extravagante des substances et des instruments achetés par Ward. Les employés de l'hôtel de ville et des multiples bibliothèques qu'il fréquenta à cette époque purent également préciser l'objet de ses recherches fiévreuses, la tombe de Joseph Curwen, dont les générations précédentes s'étaient ingéniées à effacer toute trace. Petit à petit, la famille Ward commença à penser que Charles perdait la raison. Il avait déjà eu des crises de passions éphémères, mais cette fascination pour ces recherches étranges et ce secret ne lui ressemblaient pas. Il délaissait complètement ses études, et bien qu'il n'ait échoué à aucun examen, on sentait bien que son application de naguère avait cessé. Il avait à présent d'autres priorités. Quand il n'était pas dans son laboratoire à étudier de vieux traités d'alchimie, il passait son temps soit à compulser les archives nécrologiques, soit à lire des ouvrages d'occultisme seul dans son bureau où, impassible, de plus en plus ressemblant, Joseph Curwen l'observait depuis le mur de la cheminée nord. À la fin du mois de mars, Ward ajouta à ses activités une série de promenades macabres dans les cimetières désaffectés de la ville. La raison en apparut plus tard lorsque les employés de l'état civil déclarèrent qu'il avait dû faire une découverte importante. L'objet de ses recherches se déplaça brusquement de la tombe de Joseph Curwen à celle d'un certain Naphtali Field. Ce changement fut expliqué par les enquêteurs. En examinant tous les papiers de Ward, ils découvrirent un document officiel relatif à l'enterrement de Curwen qui avait échappé à la destruction systématique, où il était dit que son curieux cercueil de plomb avait été enseveli à 10 pieds au sud et 5 pieds à l'ouest de la sépulture de Naphtali Field. Le nom du cimetière avait été déchiré, ce qui compliquait singulièrement le travail. Quant à la tombe de Naphtali Field, elle était aussi introuvable que celle de Curwen. Cependant, cette tombe n'avait aucune raison d'avoir été cachée ou maquillée, et on pouvait raisonnablement espérer la trouver, même si les archives avaient disparu.
D'où les promenades incessantes dans les cimetières à l'exclusion de ceux de Saint John de la congrégation, car d'autres documents attestaient que le seul Naphtali Field connu à Providence était baptiste. C'est au mois de mai, à la demande expresse de M. Ward, inquiet de l'obsession de son fils à propos de ce Joseph Curwen, au sujet duquel il avait glané à peine quelques fragments d'informations, que le docteur Willett eut une conversation avec le jeune homme. Elle ne fut guère concluante car, comme le remarqua le médecin, Charles était totalement maître de lui-même et ne laissait rien paraître des affaires importantes qu'il perturbait. Mais à tout le moins, elle obligea le jeune homme à fournir un semblant d'explication rationnelle à son attitude extravagante.